voilà sur l'interview Devoir de mémoire pour les Indés du livre de Lyon, organisée par l'association Écriture Plurielle. Nous sommes avec Lisa Giraud-Taylor, Michel Juste et Mélida Chilge. J'ai bien insisté sur le jeu? Oui. Parfait, j'ai réussi à dire le nom comme il faut. Je suis Lauriane, fondatrice et directrice de l'association Tout va bien, qui édite notamment un journal indépendant, lui aussi, participatif et que de solutions, qui s'appelle Tout va bien. Je serai la modératrice ce soir et on va parler donc de devoir de mémoire. L'échange sera très court, vous pourrez en savoir plus sur nos auteurs et sur le salon dans les divers liens qui devront apparaître à côté de cette vidéo. On va commencer avec Lisa. Lisa qui est historienne de formation, qui a travaillé et est spécialiste du Troisième Reich. Tu as rencontré des SS, des déportés, tu as écrit de nombreux livres. Tu connais aussi bien la première guerre mondiale et tu vas… Un petit peu moins. Un peu moins, mais au moins tu véhicules les poésies de Louis Gendreau, poilu, qui faisait de la poésie dans les tranchées. De toute cette expérience-là, comment toi tu définirais le devoir de mémoire? Qu'est-ce que c'est le devoir de mémoire? C'est un partage et une transmission, mais c'est pas de vivre uniquement dans le passé. En fait, c'est de pouvoir faire un tremplin du passé pour voir le présent et l'avenir. C'est ce que je dis souvent quand je rencontre des personnes qui me posent la question. Ils me disent mais vous êtes passéiste ou nostalgique? Je leur dis non. C'est pas parce qu'on aime le passé et l'histoire qu'on n'aime pas le présent et qu'on fait pas des projets d'avenir. Au contraire, il faut s'appuyer sur le passé, connaître son passé pour évoluer parce que l'histoire se répétant. Et on en voit malheureusement assez souvent des réminiscences actuellement, surtout sur la période que je connais le mieux. Je vois des fois des signes avant-coureurs qui m'inquiètent. Et je me dis que les gens qui ne connaissent pas et qui se disent « Oh, c'est vieux, on s'en fout », ils ont tort parce que, en gros, si on connaît un peu le passé, et puis on sait très bien qu'il y a des gens qui ont fait des énormes erreurs stratégiques, des erreurs du passé, mais ça peut aider à appliquer les mêmes erreurs que les autres. Mais je ne suis pas sûre que l'être humain soit fait pour ça, malheureusement. Est-ce qu'on comprend vraiment? Je ne comprends pas, non. De mon expérience, que non. Alors, Mélinda, dans Dernière Ambition, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de ce livre et comment on fait pour vivre avec ce devoir de mémoire, surtout quand les générations qui ont connu commencent à disparaître? Comment on fait perdurer le devoir de mémoire quand on n'a plus de témoins? Alors, Dernière Ambition est une fiction qui se place en 1995, 50 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et le flashback qui revient parle de l'épuration. Et en fait, mes personnages ont deux façons de vivre ce devoir de mémoire. Certains sont dans le déni et d'autres sont dans le remords. Et comme disait si bien Lisa tout à l'heure, il faut continuer aussi à vivre avec ce passé. Que, bien sûr, il faut se souvenir, mais il est aussi important de vivre avec. Et c'est un petit peu le message qui est véhiculé à travers une vieille dame qui a été résistante et qui a commis un acte irréparable, mais dans une période bien particulière qui est la période de l'épuration dans la région lyonnaise. C'est local en plus alors. Voilà. Alors, je donnerai la parole à Michel alors qu'on revienne à Lisa, puisqu'on n'a pas entendu le nom de tes livres et de tes publications. Mais même si j'ai commencé par l'honneur aux dames, il faut quand même qu'on entende notre homme ce soir. Michel, qui a écrit Louis Fleur de Paix, qui est aussi grand spécialiste de ces périodes et du devoir de mémoire. Est-ce que le devoir de mémoire, c'est un devoir, c'est une obligation, une nécessité? Est-ce que c'est objectif? Est-ce que… Je ne sais pas si c'est une obligation, mais je pense que c'est très utile. Bon, comme l'a dit Lisa, en fin de compte, ce n'est pas du tout un retour nostalgique. Ce n'est pas du tout dans ce but-là, d'ailleurs, même que moi je l'ai fait. C'est plutôt parce qu'il faut effectivement, je dirais, préparer le futur. C'est toujours une vision, je dirais, pour moi optimiste et de vision de corriger, enfin pas corriger, mais de ne pas refaire des fautes qui ont été faites dans le passé ou des erreurs et essayer de prévoir un futur qui soit un petit peu mieux
si on peut, quoi, évidemment. Bon, quand on voit effectivement toute l'histoire, les erreurs se répètent. Donc moi, je suis pas du tout historien, donc je suis plutôt scientifique, spécialiste des erreurs médicamenteuses, donc c'est tout à Encore fait différent. pharmacien. Vous êtes Mais le pharmacien à côté, concept je est tout crois. à fait proche quand même, puisqu'on peut corriger les erreurs, même si on en aura toujours. Donc je crois qu'effectivement dans l'histoire il y a une continuité, mais qu'il faudrait quand même essayer d'analyser, voire même d'expertiser pour savoir pourquoi ça s'est passé comme ça et ne pas répéter les mêmes choses. Or malheureusement, on voit que les choses ont tendance trop souvent à se répéter, malheureusement. Et on n'a pas assez peut-être d'esprit critique sur ce qui s'est passé, ce qui est un petit peu dommage quand même, je trouve. Est-ce que c'est parce que c'est les vainqueurs qui font l'histoire? Est-ce que les perdants, dans le cas de guerre, hein, puisque souvent, quand on parle de devoir de mémoire, on Ils font parle l'histoire très souvent. de guerre. Comment? Parce que c'est très souvent, malheureusement, les vainqueurs qui font l'histoire ou qui influencent les livres d'histoire. Et c'est ce qui est assez compliqué à faire entendre avec la jeune génération qui prend les livres ou qui prend ce qu'il trouve, surtout maintenant avec Internet, qui prend ce qu'il trouve comme argent comptant. Et je leur explique toujours, surtout Alors, et ceux qui ont fait une espèce de synthèse. Sinon, alors, on n'a eu que la fin, la synthèse. C'est insupportable ce soir. En plus, d'habitude, ça marche, mais bon. Non, je disais que quand on accompagnait des classes sur les lieux de déportation, très souvent, ils nous sortaient ce qu'ils avaient vu ou ce qu'ils avaient lu. Bon, à l'époque, quand je le faisais, il n'y avait pas Internet, donc ce qu'ils avaient vu dans les journaux, ce qu'on leur avait dit, et c'était souvent des clichés. Et je leur disais toujours que lire la partie à charge, la partie à décharge et ceux qui ont fait la synthèse. Parce que si on ne connaît pas les deux opposés, on ne peut pas comprendre une synthèse ou qu'on ne peut pas comprendre l'histoire parce qu'il y a du bon et du mauvais dans les deux côtés. Voilà. Après, je cours refaire en journalisme aussi pour apporter ma petite graine. Oui. Et l'avantage, c'est que maintenant, en vieillissant, les gens, et puis il y avait les archives aussi qui sont ouvertes. Et du coup, je rejoins ce que Minda disait, puisque moi, j'ai un roman qui serait loin plutôt Anne Brera d'une jeune femme qui découvre que son grand-père était un commissaire de police pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était censé être le résistant parfait, qui en fait s'est avéré être un salaud et avoir déporté des Français d'origine juive. Et en fait, elle découvre ça, elle se prend ça en pleine tête 50 ans après, et il faut vivre avec ça. Donc soit on met la tête dans le sable, soit on affronte, et elle décide de l'affronter. Voilà, c'est l'un de tes 3 tomes de ton triptyque sur le sujet. Est-ce que tu peux nous en dire 3 tomes, oui, c'est celui du milieu. Et les 2 autres, alors on aura les 2 autres quand ta connexion sera revenue. On va parler de Fleur de Paix avec Michel, alors, en attendant. Et ce que je voudrais aussi dire, c'est qu'il me semble important que personne ne s'accapare le devoir de mémoire. Parce qu'on a quand même vu certains politiques vouloir s'accaparer un petit peu le devoir de mémoire en disant oui, qu'il représentait un petit peu ce côté-là. Bon, je crois qu'il faut absolument que tout le monde s'y intéresse et ne pas essayer de trop canaliser ça vers des accaparements de certaines personnes. Bon, donc pour moi, c'est très important qu'on puisse retrouver cette notion de retrouver ce qui s'est passé avant, essayer de l'analyser, puis essayer d'en tirer quelque chose de positif. Il y a toujours quelque chose de positif qu'on peut tirer. Et d'amener la paix, parce que le fait, comme on disait, de raconter l'histoire à travers le vainqueur, ça peut amener des désirs de vengeance, des désirs de... on a vu entre les 2 guerres, par exemple. Et comment on fait du devoir de mémoire une possibilité de paix? Vous avez 3 minutes. Une question d'éducation aussi. Oui, l'éducation. Il me semble que si on parle de devoir de mémoire, tout à l'heure Michel évoquait très justement le fait que ça se raccroche souvent à des affaires politiques. On peut parler aussi d'armistice, un terme qui est en lien avec cette histoire de guerre. Et
Et entre les deux, du coup, on voit à la fois l'importance de souvenir, mais aussi l'importance d'aller vers l'avenir en résolvant, sans oublier, ce passé. Vivre sans oublier. Si on va plus loin, on peut parler, toujours sans oublier, le pardon. C'est encore une autre chose. Enfin bon, on peut aussi en parler dans le devoir de la mémoire. Ce serait aussi une suite logique. Et alors, Lisa, ça a coupé au moment où tu vais nous parler des 2 autres tomes de ton triptyque. Je ne t'ai pas oublié. En fait, j'en ai 3. Il y en a un qui s'appelle Karl et Nina, qui en fait parle plus des relations entre franco-françaises et franco-allemandes entre la période 40-44. Le deuxième, Embrera, c'est ce que je disais, c'est plus acté sur l'héritage du poids d'un secret et en fait l'impact qu'un secret peut avoir sur la vie de quelqu'un qui a notre âge, enfin à mon âge actuellement. Un peu comme si je découvrais qu'un de mes grands-parents a fait quelque chose d'horrible, oui. Donc son grand-père a fait déporter pour pas s'amender, mais en tous les cas essayer de comprendre pourquoi. Et elle demande pardon, mais elle ne peut pas demander pardon parce que ce n'est pas elle qui a fait l'acte, mais elle essaye de comprendre et de pas justifier, mais d'essayer de dire moi je ne suis pas comme ça. Et le troisième, La chute de Yann, en fait, j'ai l'habitude de dire que c'est mon préféré parce que c'est celui qui retourne à l'origine du mal. En fait, c'est l'histoire d'une famille entre 1933 et 1907. Donc une famille allemande en 1933. Universitaire. Pardon ? Je reformule comme ça va couper un petit peu. C'est une famille allemande en 1933 ? Non, c'est une famille allemande entre 1923 et 1937. D'accord. Ah oui. Une famille universitaire avec des médecins, des gens cultivés, comme était le peuple allemand, cultivé, intelligent, ouvert, etc., qui petit à petit, ils basculent pas tous, mais on voit le basculement d'une famille, ceux qui ne refusent le rouleau compresseur, ceux qui vont y adhérer en se jetant de la NAS. Voilà. Donc, ils vont y adhérer en pardon, on n'a pas eu la fin. Certains qui vont adhérer à la masse, parce que c'était vraiment une masse compacte, un rouleau compresseur, et ceux qui ont décidé de surnager au-dessus de la NAS, ou sous la NAS, malheureusement. Oui, il y a eu de tout. Il y a eu de tout. Il y a eu de tout. Côté allemand, il y a eu de tout aussi. Ah oui, c'est partout. Voilà, c'est ce qui ressort de quand on parle. Moi, je sais que très souvent, je dis, les gens me disent « Ah, les soldats de la Wehrmacht, ils étaient bien ». Je dis « Non, non, ils ont fait autant d'exactions que les autres, mais simplement, pendant des années, on a occulté, on a mis un peu un couvercle sur certaines parties des soldats pour éviter peut-être, je ne sais pas quoi. Mais bon, voilà, après, ils vous le disaient. Moi, la personne que j'avais rencontrée m'avait dit « Mais vous croyez que la Wehrmacht a fait pire que ce que j'ai fait moi ?» Vous devriez chercher. Il m'avait répondu, donc j'ai dit ok, ça c'est fait. Et puis il faut vivre avec ça après. Visiblement, il vivait bien après. Ah, il n'avait pas l'air de lui poser des problèmes. Ah ouais, bon. Comme quoi. Il n'avait aucun remords. Il m'a dit qu'il n'avait aucun remords ni regret. L'âme humaine est complexe. Très complexe. Espérons en tout cas qu'on n'ait pas à faire des devoirs de mémoire sur des événements. On n'ait pas à choisir son camp surtout. Et de ne pas avoir à choisir son camp et à s'opposer les uns les autres pour des raisons diverses et variées qu'on saura bien trouver. Michel, est-ce que tu peux conclure sur ton livre ? On a peu entendu parler de ton livre à toi. C'est un livre, en fin de compte, double, puisque c'est à la fois des lettres de mon grand-oncle, donc qui était officier pendant la Première Guerre mondiale, mais qui est mort à Notre-Dame-de-Lorette en mai 1915, donc le 9 mai 1915. Donc j'ai repris quelques lettres, parce qu'ils écrivaient beaucoup, donc j'ai repris quelques lettres qu'il échangeait avec sa famille ou avec ses amis. Donc c'est tout un pan d'histoire, en fin de compte, de la famille. Bon, c'est vrai que ça. Et j'ai aussi une deuxième partie dans le livre qui est complètement fictif. Ce sont j'ai appelé ça entretien philosophique. En fin de compte, j'ai repris l'idée, je ne sais pas si vous avez vu le film Full Metal Jacket, sûrement. Ouais.
Donc j'ai repris l'idée de cette vietnamienne, enfin de résistance vietnamienne qui tire sur les soldats américains. J'ai repris l'idée de cette femme, je l'ai fait revivre et je lui ai fait raconter son histoire. Donc un journaliste français à notre époque. Et elle raconte, en fin de compte, toute son histoire et puis pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle le ferait peut-être plus, enfin pourquoi elle le ferait autrement, et sa vision, en fin de compte, du monde, de la mémoire, de la guerre, etc. Voilà. C'est le mélange entre un roman épistolaire de lettres réelles qui ont réellement été Oui, de envoyées dans lettres ta réelles, famille oui. La partie est très, très réelle. et de J'associe fiction les deux. avec cette jeune femme. Voilà. J'associe les deux, voilà. Bon, alors, il nous reste à chacun un mot de la fin. Est-ce que vous aviez envie de rajouter quelque chose? Ah, Moi, peut-être sur dernière ambition, je rajouterais le mot rédemption. Eh ben, on peut se laisser en méditation sur la rédemption. Ouais. Ou transmission aussi, transmission de la rédemption. Transmission de la rédemption avec le pardon de Michel, comme ça on a vos 3 mots. Et espérons que le devoir de mémoire perdure et nous aide à construire demain au mieux possible. Merci à tous les 3 d'avoir été là. On retrouve plus d'informations sur vos livres sur le site du salon. Bon salon à tous. Salon virtuel, hein, une première. Et puis au plaisir de continuer les échanges autour de ces grandes questions fondamentales à l'avenir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.